Marie Montpetit, une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. L'alimentation joue un rôle significatif sur la santé physique, mais de plus en plus de recherches s'intéressent au rôle de l'alimentation sur notre santé mentale. On en discute avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Allô, Isabelle? Allô, Marie? Bon, c'est fascinant. Oui, ben non, mais j'ai vraiment très, très hâte de t'entendre là-dessus parce que, bon, tu sais, intuitivement, on se pose la question, là, est-ce que la nourriture, ça peut jouer sur notre morale, tu sais? Je veux dire, bon, tu sais, on dit le fameux comfort food, des fois, justement. Est-ce qu'il y a de la nourriture qui nous conforte? Est-ce que ça peut vraiment venir jouer sur notre humeur? Ben ça, clairement, les aliments réconfort, là, c'est certain que manger une tourtière qui nous rappelle notre grand-papa, notre grand-maman, les odeurs, ça, c'est clair, c'est établi depuis longtemps que ça nous fait du bien. Mais là, la recherche va beaucoup plus loin que ça. On s'intéresse notamment à la hausse de la sérotonine en circulation, qui est un neurotransmetteur du bien-être. C'est d'ailleurs le principe d'action de plusieurs antidépresseurs, d'avoir plus de sérotonine en circulation. Puis là, on se rend compte qu'il y a des aliments qui sont riches en tryptophane, qui est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine. Le tryptophane, on trouve ça dans la volaille, dans les œufs, dans le lait, donc des aliments essentiellement protéinés, puisque c'est un acide aminé constituant de base des protéines, qui permet de hausser la sérotonine en circulation. Mais en fait, c'est plus complexe que ça parce que pour que le tryptophane rentre dans la barrière du cerveau, ça prend un petit peu de glucides qui vont comme ouvrir la porte et faire rentrer le tryptophane au cerveau. Donc ça veut dire que de mettre carrément de côté les produits céréaliers, c'est pas la solution. Puis là, il va falloir distinguer ceux qui sont produits céréaliers, mais les produits céréaliers sont de mise dans une diète bonne pour le moral, c'est-à-dire un petit peu de riz ou un petit peu de quinoa ou un petit peu de pain, mais pas trop, juste assez pour laisser rentrer le tryptophane. Donc, on a besoin de protéines, on a besoin de produits céréaliers. Et puis, la science est en émergence, mais combien fascinante. Mais quand tu dis on en a besoin, est-ce que ça peut faire vraiment la différence entre quelqu'un qui hoppe la vie puis quelqu'un qui est plutôt un peu déprimé? Ça pourrait-tu jouer à ce point-là que ces aliments-là sont des boosts d'humeur? Ben, en fait, c'est un ensemble de facteurs, mais ce que j'ai constaté durant la folie du régime cétogène, la folie parce que tout le monde était là-dessus il y a quelques années. Tout le monde, je sais. Écoute, c'était fou. Puis bon, on sait que j'ai eu beaucoup de menaces suite à ça, puis j'avais dénoncé l'approche, mais il y avait tellement d'agressivité. J'ai dit, ben voyons donc, on parle d'un régime alimentaire. Pourquoi autant d'agressivité? Est-ce qu'il y a un lien avec le manque de sérotonine parce qu'il n'y a justement pas de produits céréaliers? C'est une piste de recherche, là. Je dis pas que c'est probant comme donnée, mais c'est clair qu'on a observé beaucoup d'agressivité dans certaines approches alimentaires où on exclut totalement. Ce que tu veux dire, Isabelle, c'est que les gens qui suivaient ce régime-là étaient plus agressifs? Plus agressif. Ceci dit, je confirme pas que c'est relié à ça parce que bon, la recherche c'est des données prometteuses, mais on n'a rien de solide qui va confirmer ça. Mais c'était une observation qu'il y avait beaucoup plus de perte de patience, d'agressivité dans les modèles alimentaires qui excluent je vais faire une joke, Isabelle, mais en plus de ça, je pense que c'était bien à la mode pour de vrai pendant la période de la pandémie. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y avait plein de gens qui étaient super agressifs. Ça, c'est un bon point parce qu'on l'a vu dans la pandémie, l'anxiété, le stress, l'irritabilité étaient vraiment, vraiment au rendez-vous. Puis les statistiques sont claires là-dessus. Là, l'augmentation de l'anxiété, l'augmentation des troubles alimentaires, la pandémie côté santé mentale, là, ça l'a beaucoup affecté. Puis est-ce que c'est ça donc le sucre, est-ce que ça peut être associé à encore là à l'humeur, est-ce que ça peut être associé à la dépression? Oui. Puis là, c'est pour ça qu'il faut distinguer produits céréaliers et sucre, donc glucides complexes et raffinés, parce qu'on sait que les glucides complexes qu'on va trouver dans les produits céréaliers vont faire rentrer le tryptophane, ça c'est positif. Par contre, dans les études populationnelles, le sucre, les grands consommateurs de sucre, on les associe à plus de risques de dépression. Par exemple, j'ai sorti une étude où il y avait des hommes, un groupe d'hommes, qui consommaient plus que 16 cuillerées à thé de sucre
ajoutés par jour. On rappelle que l'OMS nous conseille en bas de 12 versus les hommes qui en consommaient 10 et moins. Il y avait 23% plus de risque de développer une dépression. Là, ça a l'air gros, là, mais si je me rappelle ce que tu nous as expliqué, rappelle-moi, par exemple, une canette de soda, on a déjà dépassé ça ou presque, là. Ouais, on est pas mal dans le 10-12 là, selon la grosseur. Ça va très, très vite, là. Mais c'est sûr que dans les études, trop de sucre, trop de gras saturés, les adeptes de fast-food, on a eu beaucoup d'études chez les adolescents. Ceux qui consomment davantage de fast-food ont plus de dépression. Est-ce que c'est parce qu'ils sont déjà en dépression puis qu'ils consomment du fast-food parce que c'est réconfortant? Donc, on sait pas qu'est-ce qui vient avant, mais chose certaine, malbouffe rime avec dépression, puis trop de sucre, trop de gras saturés rime avec dépression aussi. Puis est-ce que, justement, donc ce qu'on va manger, tu sais, des fois, tu m'as souvent parlé aussi du lien entre l'intestin et, entre le fait de manger l'estomac, l'intestin et notre cerveau. Tu sais, encore là, est-ce que ça vient influencer notre humeur, donc de façon générale, ce qu'on va manger? Vraiment. Et c'est ça qui est le plus fascinant, c'est qu'on étudie l'axe cerveau-intestin. Dans les deux sens, il y a une communication qu'on dit bidirectionnelle via le nerf vague. C'est-à-dire, par exemple, si on a un événement stressant, on a quelque chose, on a une présentation à faire qui nous stresse, il y a un lien avec l'intestin. Souvent, les gens vont avoir des douleurs au ventre, vont avoir une diarrhée ou ils seront pas bien. Mais à l'inverse, encore là, on est en rentrée scolaire. Là. Je pense que c'est arrivé, écoute, à tous les parents d'avoir au moins un enfant qui a mal au ventre, soit la veille d'un examen ou soit la veille de la rentrée scolaire, entre autres. Là. Bien, justement, anxiété, douleur au ventre, c'est corrélé, mais de l'autre côté aussi, c'est-à-dire si on a une dysbiose, un microbiote qui n'est pas équilibré, qui n'est pas diversifié, on voit dans toutes les études qu'on a beaucoup plus de risques d'avoir de l'anxiété, d'avoir du stress et d'avoir de la dépression. Donc, ça joue vraiment dans les deux sens. Et pour vraiment diminuer le risque de dépression, d'anxiété, de stress, faut avoir un microbiote équilibré, donc plus de bons micro-organismes que de mauvais. Il faut avoir un microbiote diversifié, donc beaucoup de souches différentes de micro-organismes, essentiellement des bactéries, ça peut être des levures, des champignons. Ben ça, c'est gage d'une meilleure santé mentale. Fait que c'est rendu que le microbiote, c'est à la fois pour sa santé physique et sa santé psychologique. Et c'est là où on met le cœur des recherches en nutrition actuellement, là. Donc, est-ce que, pour favoriser notre santé mentale, ce serait quoi la diète parfaite ou les conseils ou qu'est-ce qu'on doit prioriser prioriser ou diminuer dans notre alimentation? Ouais, on diminue le sucre rapide, on diminue les gras saturés, on diminue la malbouffe, restauration rapide, aliments transformés. Ce qu'on met de l'avant, c'est ce qui va nourrir notre intestin, donc les fibres alimentaires le plus possible, entre 25 et 35 grammes par jour, les probiotiques. Puis encore là, dans le guide clinique des probiotiques vendu au Canada, il y a un nouveau probiotique qui est reconnu pour soulager l'anxiété. Et ça, c'est très intéressant en période de rentrée scolaire. Ça s'appelle Cambiotique. C'est 2 souches de bactéries, donc un lactobacillus et une bifidobactérie longum. Les deux ensemble, dans la bonne posologie, sont reconnus dans le guide clinique. Ça veut dire qu'on a des données intéressantes à l'effet que ces 2 souches-là travaillent sur l'axe cerveau-intestin. Et puis souvent, tu dis, t'as beaucoup d'anxiété avec la rentrée scolaire, on veut pas donner des médicaments nécessairement à tout le monde. Donc, pourquoi pas travailler avec le microbiote pour faire en sorte qu'on a une meilleure résistance au stress, moins d'anxiété. Et moi, d'emblée, je recommande ce probiotique-là aux gens qui manifestent déjà qui ont de l'anxiété ou un syndrome de l'intestin irritable qui vient souvent avec un stress et l'anxiété aussi. Encore là, c'est vraiment le lien direct. Syndrome de l'intestin irritable, donc on a parlé ensemble, c'est des ballonnements, de la diarrhée, constipation, douleur au ventre. Mais ces gens-là sont souvent hyper stressés, anxieux. Donc, c'est comme une autre preuve qu'il y a un lien direct entre le cerveau puis l'intestin. Je continue, Marie. Ensuite, le poisson. Le poisson pour 2 raisons. Les études populationnelles ont démontré que les grands consommateurs de poissons ont beaucoup moins de dépression. Et là, on s'est mis à s'attarder aux composantes du poisson, essentiellement les oméga 3. On en a beaucoup au cerveau.
DHA, EPA, 2 molécules qui sont très bénéfiques pour notre cerveau. L'EPA, qui est l'acide eicosapentaenoïque, c'est lui qui a une action antidépressive et ça prend 1 gramme par jour, là. Fait que pour les gens qui se tournent vers la supplémentation, il faut s'assurer d'avoir la bonne dose. C'est un adjuvant qui est super bon pour, justement, si on prend un antidépresseur, les deux travaillent ensemble en synergie. Et dans le poisson, on a aussi de la vitamine D. Surtout les poissons gras, puis on a observé un lien entre une carence en vitamine D et la dépression. Encore ici, on ne sait pas si c'est parce que les gens déprimés ne sortent jamais de chez eux, donc ne s'exposent pas au soleil et ne synthétisent pas la vitamine D parce qu'ils sont toujours plus enfermés, plus isolés. La luminothérapie, on le sait que c'est très bon pour la dépression aussi, donc ça peut être ça aussi, là. Je poursuis. Le magnésium. Alors, le magnésium, c'est un minéral. Puis, on a beaucoup de carences à magnésium au Canada. C'est un minéral qu'on trouve dans les grains entiers, les noix, les graines. Les gens très stressés vont éliminer beaucoup de magnésium dans l'urine. Et une carence à magnésium est liée notamment à une hyper-émotivité. Donc, des gens qui pleurent beaucoup, qui sont ultra sensibles, ben ça pourrait être une carence en magnésium, donc de rencontrer ses besoins, sachant qu'il y en a beaucoup qui le font pas, parce que c'est des grains entiers, des noix, des graines, des légumineuses, des aliments qui sont malheureusement trop peu consommés encore, donc ça pourrait faire une différence. Avant de tomber dans mon dada. Du magnésium aussi, Isabelle, dans le chocolat noir? Oui, chocolat noir. Ce qui m'amène à mon chocolat, moi, je suis mordue de chocolat. Et quand on étudie le cacao, dans le cacao, on a des composantes actives. Ça veut dire, prenez pas du chocolat blanc. Parce que chocolat blanc, il n'y a pas de cacao. Donc, chocolat noir, on a, oui, la caféine, qui est un stimulant du système nerveux central, mais on a aussi des méthylxanthines qui ont une action sur la dépression. Puis, on a aussi des anandamides, qui est une composante qui ressemble à l'effet euphorisant du cannabis. Donc, c'est plein de molécules actives, en fait, dans le chocolat noir qui pourraient nous faire du bien. C'est sûr qu'on ne sait pas si on a les bonnes concentrations pour avoir un impact réel sur la santé mentale, mais chose certaine, on a des composantes actives dans le chocolat noir, puis on a observé beaucoup les femmes avec les SPM qui ont comme naturellement des rages là, pour du chocolat, puis ça pourrait être expliqué par ces composantes-là. Puis en terminant, là, tu voulais revenir sur le comfort food, Isabelle. Ouais, ça c'est clair. Comfort food depuis toujours associé aux bons souvenirs d'enfance. Donc ça c'est clair que si à la rentrée d'avoir un beau soir avec un mets qui nous rappelle des bons moments, c'est sûr que ça peut faire une différence. Puis l'activité physique, c'est évident, on génère des endorphines. Il y en a beaucoup qui sont guéris de dépression à travers l'activité physique. Je pense à Karine Champagne, qui était journaliste à TVA, entre autres. Donc, de bouger, aussi efficace dans une étude que le Zoloft, qui est un antidépresseur reconnu. Et plus va prévenir les rechutes de dépression également, un peu plus qu'un antidépresseur. Encore une fois, pour les gens qui prennent des antidépresseurs, on reste sur la posologie recommandée du médecin. Là, en aucun cas, je veux dire, arrêtez l'antidépresseur, commencez à bouger, les deux en parallèle, puis après ça, un bon suivi avec votre médecin de famille là pour voir si on peut diminuer les doses là, parce que l'activité physique pourrait permettre de diminuer les doses justement d'antidépresseurs. Isabelle Huot, docteur en nutrition, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci. Bye.